Podcast chez Kevin, en collaboration avec Hockey Ballers, DA Sport, Deck pour qui s'abreuvoit, Rénovation Calfeutrage Alcam, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, Cadence virtuelle. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Podcast du 15 octobre 2024, c'est parti! Robidoux vers Duguay. Duguay attend patiemment. Vers Robidoux, un tir! Un but! Jean-Simon! Robidoux, bidou, bidou! Et Jean-Simon Robidoux à la mise en jeu. La mise en jeu, c'est Franciscaise qui s'est roué sur la balle. Attention sur le bord de Robidoux. Franciscaise, goal! Francis! Case! Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre échec avant, le podcast sportif là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. De retour après une semaine d'absence due à des raisons personnelles, naissance de notre deuxième enfant à ma conjointe et moi. Et là, on est de retour tout feu, tout flamme pour reprendre les hostilités en compagnie de Pierre-David Bolduc. Comment ça va? Ça va bien, félicitations d'entrée de jeu. Je voulais te souhaiter une félicitation pour la naissance de votre deuxième enfant, toi et ta conjointe naturelle Bélan-Villeneuve. Merci. Au naturel comme Louis. C'est ce que j'ai à dire. Ok, mesdames, messieurs, donc sur le terrain, le segment 100% NFL avec notre spécialiste football, Pierre-David Bolduc. Ça a été une grosse semaine de football, des gros résultats au niveau des prédictions. Une première dans l'histoire des prédictions football de l'échec avant au niveau des statistiques. Exact, c'est un nouveau record. On a eu, toi puis moi, on s'est pas trompé dans le même match, mais on a eu la même fiche. 13 victoires en 14 matchs. C'est un nouveau record au podcast l'échec avant. Toi, tu t'es trompé sur le match des Commanders contre les Ravens. Fait que t'avais vraiment passé proche d'une note parfaite si t'avais pris les Ravens, évidemment. Et moi, je me suis trompé, évidemment, sur les foutus Broncos, qui ont quand même une belle fiche cette année. Je m'aurais pas attendu à ça des Broncos, mais quand je les prends, ils perdent. Quand je les prends pas, ils gagnent. C'est souvent ça le problème. Quand tu décides de prendre une équipe qui généralement gagne jamais, mais qui se met à gagner, ils vont perdre au seul moment où tu vas les prendre. Puis on parle des Broncos, donc c'est pas quelque chose qui est non plus surprenant, si on peut le dire ainsi. Allons, si tu le veux bien, tout de suite vers la semaine numéro 6, la semaine qui vient de prendre fin dans la NFL où il y a eu 14 rencontres, à commencer par celle du jeudi soir entre les 49ers de San Francisco qui l'ont emporté contre les Seahawks de Seattle. On m'appelle pas Thursday PD pour rien. Une autre victoire de mon côté. Les 49ers, victoire convaincante ici. Brock Purdy, 3 passes de toucher dans ce match-là. 18 en 28, 255 verges par la passe. Deebo Samuel, tu sais, il a été blessé, Deebo, il est revenu. Pas beaucoup de verges au départ à son premier match. Mais là, vraiment, là, Deebo Samuel, 3 réceptions, 102 verges, un touché. George Kittle a ajouté 2 touchés. Les gros canons des 49ers ont produit. Ça a été... on était en contrôle chez les Niners là, du début à la fin de ce match-là. Oui, les Seahawks répliquaient de temps en temps avec des touchés, etc. Mais on n'était pas capable de suivre. Caleb Williams, c'est les Bears de Chicago qui ont profité de l'affrontement face aux Jags pour l'emporter. Avant la saison, là, on avait fait une émission au podcast L'échec avant. J'avais parlé des Bears. Je disais que les Bears étaient pour avoir une équipe intéressante. Je ne sais pas jusqu'à où on aurait été chercher des victoires cette année, mais là, on présente un dossier de 4 victoires, 2 défaites chez les Bears de Chicago. Vraiment un solide start. Ça a été tranquille au début de la saison pour Caleb Williams, mais là, on dirait là, depuis 2 semaines, là, il est en train de vraiment prendre du galon. On n'a pas fait le podcast la semaine passée, mais Caleb Williams a connu un autre solide match. En fin de semaine, 23 en 29, c'est un match disputé à Londres, là, un dimanche matin.
23 en 29, 226 verges, 4 passes de toucher, 1 interception dans ce match-là. Quand même, un plateau intéressant, 4 passes de toucher pour Caleb Williams, qui a été le choix de première ronde, premier au total l'année passée. Son nouveau porteur de ballon, DeAndre Swift, a été très solide. Ça a été un de ses meilleurs matchs cette année. 91 verges au sol, ajouter des verges aussi, donc plus de 100 verges combinées, ajouter des verges sur réception. Cole Kmet a vraiment été solide, 5 réceptions pour les liés rapprochés, 70 verges, 2 touchés. Vraiment là, encore une fois, tu en parlais de plein contrôle. Il y a eu plusieurs matchs, ça a été ça, là. Il y a eu plusieurs matchs que était vraiment un plein contrôle, là, où on a pris de l'avance tôt dans la rencontre. Puis tranquillement, oui, l'autre équipe tentait de revenir, mais on avait une avance assez confortable chez les Bears, c'était le cas. Jaden Daniels et les Commanders se sont inclinés face aux Ravens malgré la belle performance de Jaden Daniels. Ouais, ce qui a fait mal là, aux Commanders de Washington, c'est qu'on n'avait pas le jeu au sol dans ce match-là. On tirait de l'arrière aussi rapidement dans le match, fait qu'on n'a pas été capable d'établir le jeu au sol. Jaden Daniels qui a connu quand même un bon match avec 269 verges, 2 passes de toucher, pas de revirement, mais Lamar Jackson a été vraiment, vraiment supérieur. C'est pour ça qu'il a été le MVP l'année passée. 20 en 26, 323 verges, ajouté aussi des verges au sol. Et Derrick Henry, le train Henry, est vraiment inarrêtable depuis un mois. Là. Un autre match de plus de 100 verges au sol, 24 courses, 132 verges, 2 touches au sol. Vraiment, là, on attendait ça. Ça a été lent là, chez les Ravens. Là, on est parti l'année avec 2 défaites de suite, mais là, on vient d'en connaître 4 de suite. Les Ravens de Baltimore là, sont en feu depuis que Derrick Henry, depuis un mois. Là, on a vraiment là, trouvé là, la bonne recette entre Lamar Jackson, le jeu au sol, le jeu par la passe, Derrick Henry. On a vraiment trouvé la recette qu'il fallait. Jordan Love et les Packers de Green Bay ont profité de la rencontre contre les Cardinals de l'Arizona pour remporter une 4e victoire dans cette saison. Une belle performance là, de Love avec 4 passes de toucher dans la rencontre. Exact. Puis ça soulignait le retour de Love, quelques receveurs de passe aussi qui revenaient au jeu. Romeo Doubs qui a vraiment été bon avec 2 touchés par la passe. Christian Watson a été bon. Christian Watson qui a vraiment une mauvaise saison cette année. Mais là, s'est réveillé dans ce match-là. Puis pas juste par la passe qu'on a été bon. On a utilisé 38 fois la course chez les Packers. Vraiment, là, ça, c'est la recette que j'aime. 32 passes, 38 courses. On contrôle le cadran de jeu. On a laissé des miettes aux Cardinals d'Arizona. Je crois que le mot qui peut les définir, c'est bien le mot wow. Les Texans de Houston poursuivent sur leur séquence avec une impressionnante victoire, avec notamment 41 points inscrits dans ce match. Bon, je dis impressionnante victoire. Quand on regarde l'adversaire, c'est pas si impressionnant que ça. Mais avec 41 points, c'est quand même une belle performance pour CJ Stroud et les Texans. Ouais, mais on affrontait quand même le premier départ en carrière de Drake May, là, qui est le premier choix des Patriots au dernier repêchage, qui n'a pas été mauvais non plus. Là. Pas un gros taux de pourcentage de passes complétées, mais quand même 243 verges, 3 passes de toucher, malheureusement 2 interceptions qui ont fait mal chez Drake May. C'est ça qui a vraiment fait la grosse différence. CJ Stroud a été fidèle à lui-même, 3 passes de toucher. Joe Mixon au sol était excellent. Mais tu sais, les Pats, là, il était temps qu'on mette fin à l'expérience Jacoby Brissett et qu'on y aille avec les jeunes. Mais Drake May, ça va prendre du temps chez les Pats. Ça va prendre du temps. On n'a pas une bonne défensive, on n'a pas une bonne attaque. Encore une fois, je vois le talent de ce corps arrière-là, mais on n'a pas d'outils. Malgré 3 interceptions dans cette rencontre, il a totalisé 4 passes de toucher et 325 verges par la voie des airs dans une victoire de 51-27 contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Une belle performance en soi, mais tout de même là, beaucoup d'interceptions. C'était vraiment serré, là. Même les Saints ont pris l'avance là, au deuxième quart. C'était le premier départ en carrière de Spencer Rattler. Il a été intéressant, oui, il a lancé 2 interceptions, mais quand même, en première demi, il a été bon. Par la suite, ça s'est gâté. Mais Spencer Rattler, je sais pas si tu avais écouté ça sur Netflix. C'était une émission, je me souviens plus du titre, de plusieurs carrières là, que il y avait un tournage sur eux quand ils évoluaient à l'école secondaire, pas dans les colleges, là, mais à l'école secondaire. Je sais pas si tu avais vu ça, mais sinon, je vous invite à écouter ça si c'est encore sur Netflix. Vraiment intéressant, puis c'est le fun de voir un Spencer Rattler qui était là au niveau secondaire, qu'on le voyait à la télé, puis que maintenant, il est dans la NFL. Vraiment, là, j'étais vraiment content de voir ça. Mais tu sais, pour en revenir au match, les Bucks, 27-0 en deuxième demi. C'est là que le match s'est joué.
Le score reflète pas vraiment l'allure là, du match parce qu'on a tenu chez les Saints une première moitié de match, mais là, on a perdu l'excellent receveur de passe, Chris Olave, commotion cérébrale. Il sera pas là en fin de semaine. Ça pourrait faire vraiment mal aux Saints. Sinon, ben, chez les Bucks, tout le monde a connu un bon match. Là. Chris Godwin, Sean Tucker au sol, 136 verges. On a vraiment été solide. Rien ne va de plus pour les Browns de Cleveland qui encaissent un 5e revers cette saison aux mains des Eagles de Philadelphie et Jalen Hurts. Ouais, ben, sans nécessairement parler là, de ce match-là, parce que pour moi, c'était pas vraiment un match enlevant, puis les Eagles me convainquent pas quand même. On sortait d'une fin de semaine de congé. On arrive là, victoire, ok. On s'attendait à une victoire contre les Browns, certainement. Mais ce que je retiens des Browns aujourd'hui, les Browns de Cleveland ont échangé aux Bills de Buffalo. C'est pour ça que j'ai ma casquette. À Murray Cooper, l'excellent receveur de passe. Excusez-moi. Je connaissais une saison très difficile cette année, mais par contre, avait été chercher ses meilleurs totaux la saison dernière avec les Browns de Cleveland avec 1250 verges par la passe comme receveur l'année dernière. Donc, ça va être une arme de plus pour Josh Allen. C'est vraiment ça que je voulais parler dans ce match-là. Les Colts de Joe Flacco affrontaient les Eh oui, Titans du Tennessee et encore une fois, Joe Flacco ajoute une victoire à sa fiche. et pourquoi on n'est pas chez les Titans? Parce qu'on a renvoyé Will Levis dans la rencontre. Absent le dernier match. On gagne chez les Titans et là, on perd à cause justement du retour de Will Levis et de la défensive aussi. Oui, on a accordé juste 20 points, mais je sais pas si tu as regardé dans les highlights. Flacco lance une ballonne au quatrième quart en fin de match à Michael Pittman dans son début. On a deux demi-défensifs qui sont là. On est incapable non seulement de ne pas intercepter cette ballonne-là, en plus, on laisse Michael Pittman attraper ce ballon pour donner la victoire aux Colts. On a été chercher une performance de 10-0 au quatrième quart. Les Colts se sont sauvés avec la victoire sur la route. Les Chargers qui l'emportent contre Bo Nix et les Broncos, le seul match que tu as raté. Ouais, prends une petite gorgée avant. On peut-tu passer au prochain? Mais, écoute, oui, peut-être. Il y en a qui vont dire les Broncos ont orchestré une remontée. On perdait 23-0 après trois quarts. C'était pratiquement impossible. On était proche, mais pas si proche que ça. Une possession. Justin Herbert a été solide. Les Chargers ont fait ce qu'ils ont à faire. Bo Nix s'est réveillé au quatrième quart. Il était trop tard. Beaucoup trop tard. Justin Fields, l'homme au toucher au sol. My boy! Les Steelers My qui boy! l'emportent Justin Fields! 32-13 contre les Là, Raiders. là, tu m'excites. Quand tu me parles des Steelers, tu m'excites. Comme quand Lewis voit des bêtes 3,65 qui rentrent dans ses poches. Les Steelers, my boy, Justin Fields, 14 en 24, 145 verges, ajoute 59 verges au sol, deux touchés au sol. On va chercher des touchés combinés chez Justin Fields. Le porteur de ballon Najee Harris, que j'aime beaucoup, 14 courses, 106 verges, un touché au sol. On parlait de Davante Adams. Chez les Raiders, Davante Adams, qui vient d'être échangé aujourd'hui ou hier, je me souviens plus. Il a été échangé aux Jets de New York. Ça va rejoindre Aaron Rodgers avec qui il a joué chez les Packers de Green Bay. Les Steelers, grosse victoire sur la route. Puis là, qu'est-ce qu'on fait chez les Steelers? Comme absolument des imbéciles. On va bencher au prochain match Justin Fields pour rentrer Russell Wilson. Pourquoi? Ils ont confirmé ça aujourd'hui. J'ai aucune idée pourquoi. Ils ont confirmé ça aujourd'hui. Moi, je te dis, je comprends rien là-dedans parce que ma boy était solide cette année. On a que 4 victoires, 2 défaites. Je sais pas de où ça vient. J'ai vu ça aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que des décisions vont changer? Fait que J'ai vu ça sur une note. ton club est en train d'accumuler les victoires. Toi, tu t'en vas mettre Russell Wilson qui l'a plus pantoute. Exact. Ouais, moi, il aurait été sur le trading block, assurément. Là, Russell Wilson, là, les Giants auraient pu aller le chercher. Il y a des équipes qui n'ont pas de corps arrière. Là. Les Raiders, justement, là, ils n'ont aucun corps arrière. Mais non, on va décider d'y aller. Ben, à ce que j'ai vu sur Internet aujourd'hui. Mais On va voir si ça se entre toi et moi, là, Russell Wilson n'a pas connu un bon camp d'entraînement. Russell Wilson n'a rien connu de bon depuis qu'il est arrivé avec les Steelers. Mais il faut se rappeler qu'avant le premier match de la saison, le coach l'avait confirmé comme carrière partant, ouais. a subi une blessure. Justin Fields a bien fait depuis ce temps-là. Il décide de le rentrer. C'est pas pourquoi. C'est pas pourquoi. Mais est-ce que ça va être mieux? On va voir ça. On est juste mardi. Cette année, on fait les podcasts le mardi.
Est-ce que ça va être reconfirmé plus tard dans la semaine à suivre? Andy Dalton et les Panthers s'inclinent contre les Falcons d'Atlanta et Kirk Cousins. Ouais, je veux pas parler des Panthers parce que ça va être le même refrain à chaque année, à chaque match cette année, excusez-moi. Mais ce que je retiens des Falcons, Tyler Algier, Bijan Robinson là, au sol, ont été chercher 200 verges ensemble par la course. On a vraiment été solide, on a marché sur le corps des Panthers. Quelle performance des Lions de Détroit face aux pauvres Cowboys de Dallas qui, honnêtement, là, rien ne va de mieux là, pour eux. C'est très, très difficile à Dallas. Les Cowboys, on joue sans, j'oublie tout le temps son nom, Lawrence, son nom de famille, de Marcus Lawrence, je pense. Puis Micah Parsons, deux chasseurs de corps, on joue sans eux, sont blessés. C'est vraiment difficile pour les Cowboys, mais on aurait perdu quand même là, parce que les Lions, vraiment là, ont pris un second souffle à leur saison. Vraiment, là, sont après s'envoler. Jared Goff, excellent match, plus de 300 verges, 3 passes de toucher. Dak Prescott. Dak Prescott, ce qui arrive, là, il va recevoir des critiques cette année, mais on a absolument aucun jeu au sol. Ezekiel Elliott est complètement fini. On a le deuxième porteur de ballon qui est pas très, très solide non plus. Donc, il devient Dak Prescott unidimensionnel. Là. Il y a personne qui mord là, aux fins de course-passe. On sait qu'on va passer, puis on se fait brûler comme ça. Là. Quelle est ta perception des choses quand tu vois une équipe comme les Lions perdre leur puissant là, joueur de ligne défensif, là, Aiden Hutchinson? Pour toute la saison en plus, il s'est fracturé le tibia. Là. Chez les Lions, oui, je pense qu'on va accorder peut-être là, un toucher maximum de plus par match. Du moins, j'espère que ce sera pas plus que ça, mais je pense qu'on a les ressources offensives pour compenser à court moyen terme. La date limite des échanges est au début du mois de novembre. On a encore du temps, des expériences à faire, mais je m'attends à ce qu'on aille chercher un chasseur de corps à quelque part d'un club éliminé là, au trade deadline chez les Lions, parce qu'on peut pas laisser passer une autre année. On est dans la fenêtre, là. On est dans la fenêtre pour aller chercher un possible championnat ou d'être contender. Faut réagir, faut réagir. Je tiens à saluer là, tous ceux et celles qui nous regardent en rafale sur la page Facebook du podcast Chez Cavant. Vous êtes salués, n'hésitez pas à commenter. On est présentement dans le segment Sur le terrain, segment 100% NFL avec Pierre-David Bolduc. On fait le tour là, des matchs de la semaine 6 dans la NFL et on poursuit avec la rencontre entre les Bengals et les Giants qui ont profité là, un peu de la rencontre contre New York pour aller signer un gain. Après quelques bières, mon ami Louis, notre fidèle auditeur, m'a dit qui je prends dans ce match-là. J'ai dit les Bengals. Il a décidé de prendre un petit parlay. Un petit parlay. Les Bengals, 25$ combiné avec une victoire de Donald Trump aux prochaines élections américaines sur Bet 365. On a gagné la première partie de cette bête-là avec une victoire des Bengals sur la route. Faudra attendre pour les élections, mais belle victoire sur la route quand même des Bengals. La défensive, enfin, a joué un match de football. Je tiens à dire ça parce que c'est une vraie catastrophe totale chez les Bengals défensivement depuis le début de la saison. Et ça combine au fait que chez les Giants, Daniel Jones a été absolument pourri. Danny Dimes n'a pas mérité ses 40 millions par année qu'il a signé la saison dernière. Le football du lundi soir opposait les Bills de Buffalo aux Jets de New York. Josh Allen contre Aaron Rodgers et les Bills qui l'ont emporté. Avant de parler du match, chez les Bills, on a parlé acquisition. On avait besoin d'un receveur de passe numéro 1, on était cherchant Amari Cooper. Chez les Jets, on avait besoin d'un autre receveur de passe numéro 1. On va chercher Davante Adams des Raiders. Donc, on retrouve la combinaison Davante Adams, Aaron Rodgers, qui avait bien fonctionné chez les Packers de Green Bay dans le temps. On essaie de reformuler ça. On a une bonne défensive quand même chez les Jets, mais chez les Bills, encore une fois, je sentais une équipe. Oui, le score reflète peut-être pas l'allure du match selon moi. Là, je pense que les Bills étaient supérieurs aux Jets dans ce match-là. Et l'excellent porteur de ballon, choix de 4e ronde cette année, Ray Davis. Moi, je l'avais vu au camp d'entraînement, je l'avais aimé. En remplacement de Cook, parce que Cook s'était blessé. Ray Davis, 20 courses, 97 verges, 3 réceptions, 55 verges, 140 verges combinées, plus de 150 verges combinées, excuse-moi.
a vraiment été très, très solide. Dans la défaite, Brees Hall, encore une fois, un grand match pour lui. Je sais pas si tu as regardé ce match-là. Moi, je l'ai savouré, mais ça a été un festival de pénalités. Un gros show aux arbitres, là, qui ont absolument collé n'importe quoi. C'était des deux équipes, là, la moindre petite chose qui avait même pas d'impact sur le match, était sanctionnée. Ça avait aucun sens, surtout sur un heure de grande écoute. Au moins, point positif, une autre victoire des Bills ajoutée à Ah, cette saison. Allons absolument. maintenant vers notre top 5 des meilleures équipes dans la NFL et le top 5 des pires Mac saucisses de la NFL. Comme vous le savez, à chaque semaine, entre nos prédictions et nos survols des matchs joués dans les semaines précédentes, eh bien, entre les deux, on y va d'un petit top 5 là, pour le plaisir là, afin de positionner là, les équipes selon leur performance, leur fiche et ainsi de suite. Donc, vas-y avec ton top 5. Top 5, numéro 1. Ils n'ont pas joué, mais quand même, les Chiefs doivent rester là. On est encore invaincus. On est les doubles champions du Super Bowl. Moi, il reste numéro 1. Avant, j'avais les Vikings qui sont l'autre équipe invaincue cette année à 5-0, mais j'ai glissé, même si on n'a pas joué chez les Vikings en fin de semaine, j'ai glissé au deuxième rang les Ravens de Baltimore. Les Ravens dans une locomotive absolument incroyable avec Derrick Henry. On marche sur le corps là, depuis 4 semaines. Là. On marche sur le corps de nos adversaires. On détruit tout le monde, là, absolument détruit. Là. On n'a pas joué dans des matchs serrés. Là. On a absolument détruit tout le monde sur notre passage récemment obligé de glisser les Ravens là au deuxième rang. En troisième rang, je garde les Vikings, quand même équipe invaincue. Ensuite, j'y vais avec les Lions. Grosse victoire sur la route, très importante. Oui, on a perdu Aiden Hutchinson, comme tu en as parlé, mais je pense qu'on est vraiment une solide équipe. Puis j'aime tellement CJ Stroud, je le mets au cinquième rang. Et les Texans de Houston. De mon côté, les Chiefs demeurent premiers avec un différentiel de plus 33 depuis le début de la saison. Les Vikings, numéro 2 avec un différentiel de plus 63. En troisième position, CJ Stroud et les Texans avec un mince plus 8 au niveau du différentiel. Les Ravens de Baltimore placent au quatrième rang. Eux qui sont sur une séquence importante de victoires avec un différentiel de plus 28. Et les Bills qui complètent le top 5 avec un différentiel de plus 39. Et j'ai mis entre parenthèses 6 et 7, les Lions et les Buccaneers. OK, on se rejoint, on se rejoint. Du côté du Et top 5... puis moi, attends une minute. Là. Et moi, une équipe qui est rendue à 4-2 qui sont pas loin de là, là. On en avait parlé. Les Bears de Chicago, pour moi, là, sont pas loin là, sont à une victoire ou deux d'intégrer le top 5. 100%. Au niveau du top 5 des pires Max 6 dans la NFL. Tu seras pas surpris que je mette les Panthers en 1. On a changé de corps arrière. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, pour moi, sont au deuxième rang. Ensuite de ça, j'ai les Jags. On est vraiment poche. Les Jags. Au quatrième rang, j'ai les Browns de Cleveland. Il n'y a plus personne qui veut jouer avec Deshaun Watson et ses phrases d'abus sexuels. Il n'y a plus personne. Écoute, ton leader, c'est supposé être ton carrière. Ton leader prédominant, c'est supposé être ton carrière. C'est probablement le pire leader de l'histoire du football au complet. Puis au cinquième rang, avec la multitude de blessés, j'ai pas le choix de mettre là les Saints de la Nouvelle-Orléans. On avait eu un très, très bon départ de saison, mais là, ça fait 4 défaites de suite qu'on a à cause de toutes les blessures, évidemment. De mon côté, je demeure persistant avec les Jaguars de Jacksonville au premier rang. Pour moi, c'était... À la place des Panthers? Ah, pour moi... c'est vrai, t'avais fait ça. Ouais, ouais, je persiste. Les Jaguars ne vont nulle part. Les Jaguars avec Trevor Lawrence qui ne devraient pas être là où ils sont présentement. Pour moi, là, c'est très très difficile pour eux. Je les laisse premiers pour le moment. Les Pats, toujours deuxième. Les Panthers, troisième. Mais honnêtement, les Panthers, là, on frôle le premier rang tout de même. Les Browns de Cleveland au quatrième rang et les Rams au cinquième. Et j'ai mis 6 et 7, les Titans et les Giants. C'est vrai que les Titans auraient eu leur place là. Il y en a des mauvaises équipes. Ah, Là. Mais les Giants, je pense qu'on joue assez bien défensivement chez les Giants pour pas être dans le top 5 en ce moment.
Je pense qu'on joue quand. Tu sais, les Bengals, là, on a perdu. On a donné 17 points aux Bengals, là, puis les Bengals là, marquent 35-40 points par match là, régulièrement depuis le début de la saison. On va donc aller maintenant vers les prédictions. Là, je vais quitter 30 secondes. J'avais porté le petit dans le lit. Ma blonde ne peut pas forcer avec. Tu peux débuter les prédictions, puis quand je reviens, j'embarque avec toi. C'est bon? Tu m'écouterais même pas. C'est Qu'est-ce pas grave, que. le monde va t'écouter. Ah, ok, puis toi, je vais te redire après, quoi. C'est J'arrive quoi? ouais, j'arrive après. J'en ai pour 30 secondes, on va le porter. Bon, je tiens à dire à nos auditeurs que j'ai vraiment pas confiance cette année comparativement, cette semaine comparativement à la semaine passée. Football du jeudi soir, c'est les Broncos sur la route contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Avec la multitude de blessés, j'ai mis les Saints dans le top 5 des équipes les plus faibles. Je vais encore une fois y aller d'un vote de confiance pour les Broncos, mais j'ai extrêmement peur à cette prédiction-là du jeudi soir. J'y vais quand même avec les Broncos. Ensuite, on a les Patriots à Jacksonville. Je prends les Jaguars de Jacksonville. Heureusement que Marco ne m'écoute pas. Je prends les Jags. On est à domicile. Trevor Lawrence, pour moi, est supérieur à Drake May. Donc, on va de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas le choix, Qu'est-ce faut qui se qu'elle passe? prenne 2 minutes. Qu'est-ce qu'on On vit, là? poursuit. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Bon, je suis en train de dire, Broncos Saints. Je prends Broncos. Ouais, moi, le Broncos Saints, j'avais mis les Saints, mais finalement, je vais prendre les Broncos aussi. Mais moi, je m'interroge. Est-ce que Derek Carr est confirmé absent? Ben, Ça moi, va être assez. moi, personnellement, si Derek Carr est là, j'avais écrit les Saints au départ. Si Derek Carr est là, je maintiens les Saints, mais si Derek Carr n'est pas là, je m'arrange avec les Broncos. Est-ce que tu me permets de faire la même chose? Oui, ben oui, si je le fais. Si Carr est là, on prend les Saints. S'il n'est pas là, c'est Broncos. OK. Exactement. On y va comme ça. Euh, Après ça, c'est les Pats contre les Jags. J'ai pris les Jags à Jacksonville. Pour moi, Trevor Lawrence est meilleur que Drake May et toute l'équipe des Pats. 100% d'accord avec toi. Également, mon choix, les Jags. Lions Vikings, c'est au Minnesota. Je pense que c'est la première défaite des Vikings. Les Lions ont joué cette semaine. Victoire convaincante sur la route. Vont en coller une autre. J'avais mis les Vikings au départ, mais j'ai parce que j'étais hésitant avec Hutchinson. Je sais pas à quoi m'attendre, mais j'ai barré les Vikings et j'ai mis les Lions également. Titan Bills à Buffalo. Bills. Bills. C'est sans dire. Dolphins, Colts à Indianapolis. Joe Flacco, my boy, à domicile, gagne ce match-là. Les Colts également pour moi. Seahawks, Falcons à Atlanta. Moi, j'ai choisi les Falcons, mais je suis inquiet. Je suis allé du côté de Geno Smith et les Seahawks de Seattle. C'est bon. Moi, ce que j'aime de Geno Smith, c'est sa coupe de cheveux. Ah, mais les Seahawks sont surprenants. Il est surprenant, Geno Smith. Dépend des Ouais, matchs, là, mais pour la plupart, les Seahawks sont dangereux. C'est parce que là les Falcons, très Kirk Cousins, il est en train de reprendre du poids de la bête là, à Atlanta. Fait que c'est un des duels là, que tu vas te ranger d'un bord, mais tu sais que ça peut pencher de l'autre. Fait que. Bonne semaine de suite pour Kirk Cousins. Moi, j'ai confiance en Captain Kirk. Un autre match que je suis pas sûr, même si j'adore CJ Stroud et les Texans, on est sur la route à Green Bay contre les Packers. Tout le monde est revenu chez les Packers, ça me fait peur, mais tellement les Texans que je continue à prendre pour eux. Je suis allé avec les Texans aussi. J'ai eu une légère hésitation avec le retour de Jordan Love à Green Bay, mais les Texans de Houston sont impressionnants. CJ Stroud joue du bon football. On parlait du duel entre les Seahawks et les Falcons. Je pense que ça va être similaire là, entre les Packers et les Texans. Ça peut pencher d'un côté comme de l'autre. Hein. Je suis d'accord avec toi. Puis un autre match qui peut être similaire, c'est le prochain Bengals-Browns à Cleveland. Ça va ressembler au match contre les Giants. Là. Deshaun Watson, Daniel Jones, c'est un peu la même chose. Pour moi, les Bengals vont gagner ce match-là sur la route. Ouais, 100% moi avec, là. Écoute, je pense que les Bengals n'ont pas le droit de perdre contre les Browns. Hein. Si on perd contre les Browns de Cleveland, ça risque d'être difficile à gérer là, du côté des Bengals. Je pense que t'as pas le droit. T'as pas le droit de perdre ça. C'est aussi simple que ça. Aspirer à... Là, t'as gagné un match, on est 1-4.
tu veux aspirer à aller plus loin, faut que tu gagnes, là. Faut que tu gagnes tes prochains matchs, là. Ici, sur la route, les Eagles de Philadelphie contre les Giants de New York. J'ai de la misère à prendre les Giants, même s'ils sont à domicile, même si j'aime pas les Eagles cette année, je mets les Eagles gagnants. J'ai mis les Eagles également. Je pense que c'est un match où, un peu comme ceux qu'on a parlé, là, les Seahawks, les Falcons, les Texans, Green Bay, sauf qu'à l'inverse, ça va être un match plate. Ça risque d'être un match à bas pointage, mais c'est un match qui peut aller d'un bord comme de l'autre. Les Eagles ont tellement des performances non constantes que ça fait en sorte que tu es hésitant de les choisir, même contre les Giants, alors que ça devrait même pas être un choix difficile à faire, mais écoute, on va y aller vers Jalen Hurts quand même. Les Giants ont une excellente défensive, c'est pour ça. Prochain match, les Raiders de Vegas contre les Rams. J'ai très peur dans ce match-là. J'ai pris les Rams. Matthew Stafford, je peux pas croire qu'il continue à perdre comme ça. Mais j'ai pris les Rams à domicile. Les Raiders, on commence à échanger des joueurs. Je me pose la question, mais des fois, ils sont surprenants. J'avais pris au départ... je vais faire ma livraison, ça va pas long. Ok. J'avais pris au départ les Raiders, mais là, bon, t'as changé Adams aux Jets. Il commence à avoir du mouvement du côté des Raiders. Ils jouaient pas de toute façon en fait ça, ils jouaient pas. Mais tu sais, je pense que ça s'en va pas dans une bonne direction là, du côté des Raiders, fait que j'y vais avec les Rams. Non. Autre affrontement, là, vas-y. On y va-tu plus rapidement un petit peu? Il est 7 heures, là. OK. Panthers, Commanders. Oui, Commanders. Chiefs, 49ers. Pour moi, c'est la première défaite des Chiefs. Les 49ers vont remporter ce match-là. 49ers. Je ose pour la première fois de la saison. Jets, Steelers à Pittsburgh. Les Steelers, malgré Russell Wilson, je pense que les Jets, oui, on a été chercher Davante Adams, mais pour moi, les Steelers, on est à la maison, il faut gagner ça. Steelers, 100%. Ravens, Bucks, moi je vais avec les Ravens sur la route. Jusqu'à preuve du contraire, je prends les Ravens. My boy Baker Mayfield, les Buccaneers de Tampa Bay vont stopper les Ravens à Tampa Bay. Et dernier match, les Chargers en Arizona. Le diable est aux vaches en Arizona. J'y vais avec les Chargers. Belle victoire sur la route contre les Broncos la semaine dernière. Je vais encore avec les Chargers. 100% d'accord. Mon choix également, les Chargers. C'est ce qui complète le segment sur le terrain. 100% NFL. Pierre-David, ça a été un plaisir et on se dit à la semaine prochaine. Mesdames, messieurs, on accueille maintenant nos deux collaborateurs pour le segment du haut de la passerelle, le segment 100% LNH. On pourrait dire 100% bleu, blanc, rouge ce soir, en compagnie de Cédric Paquette et Simon Orphanos qui fait un retour avec nous pour une troisième saison déjà au podcast Chez Gavant. Les boys, comment allez-vous? Super bien, vous autres, les boys? Ça va super bien, merci. J'ai oublié de dire, la voix mielleuse de l'échec avant est avec nous. Les boys, qui dit début de saison, Ligue nationale de hockey, dit Canadien de Montréal. Le CH qui, après 4 matchs de saison régulière, totalise une fiche de 502-2. On va faire le tour un peu là, des 4 premiers matchs de la saison, à commencer par la victoire du Canadien 1-0 contre les Leafs le 9 octobre dernier. Avant d'aller vers cette rencontre-là, l'an passé, après la présentation des joueurs, tout le monde était aux aguets. Tout le monde avait détesté la présentation des joueurs. On l'a même vu sur Crave là, dans la série de la reconstruction du Canadien. Là, le gars qui dit à Jeff Molson, c'est la pire présentation de l'histoire. Puis Jeff Molson n'était pas content. Comment avez-vous trouvé la présentation des joueurs contre les Leafs? Vas-y, Seb. Ouais, ben moi, dans le fond, j'étais là, j'étais sur place. J'ai eu la chance d'être là pour le match d'ouverture cette année. C'est sûr que d'être dans le Centre Bell là, pour un événement comme ça, moi, j'avais des frissons tout le long. Là. Peu importe ça aurait été quoi la présentation, là, même si c'était pas bon, je pense que j'aurais eu des frissons. Là. Mais ça tournait beaucoup autour là, de on fait partie du Canadien autant qu'il fait partie de nous. Moi, je trouve que c'était vraiment là, un upgrade là, comparé à l'année passée. Moi, j'ai bien aimé ça.
Pour être bien honnête, là, c'est Luc Picard là, qui a fait la présentation, tout ça. Moi, je le connais pas énormément. Là. Je peux pas dire que je suis un fan de Luc Picard. Là. Je connais pas trop son œuvre en tant que comédien et acteur. Mais je trouve que c'était vraiment bien fait. Là. C'était bien présenté pour cette année. J'ai aimé ça, là, le thème de cette année, plus que l'année passée. Ouais, je suis particulièrement d'accord avec toi, là, Cédric, là-dessus. Anyway, c'était pas dur à battre, on va se le dire, pour l'année passée. Là. Mettons qu'il y avait juste place à amélioration. Fait que, tu sais, oui, Luc Picard, c'est quand même un grand au Québec. Là. C'est sûr que nous autres, on est un peu plus jeunes. Fait que ça fait longtemps qu'il fait carrière. Puis, tu sais, pour les Québécois, ça nous rallie, tout ça. Ils ont mis l'emphase, comme tu dis, sur les partisans. Fait que c'est le fun aussi d'avoir inclus autant les partisans que l'organisation. Comme j'ai dit au début, ça pouvait juste être meilleur que l'an passé. Parce qu'il y a encore place à amélioration pour peut-être que ce soit un peu moins long. Je pense que oui, parce qu'à un moment donné, ça s'éternise un peu. Hein. On voit chacun des joueurs, il prend 5-6 secondes, lève le bâton, on passe au prochain. On dirait que Michel Lacroix, c'est plus où en venir, ou est-ce que à un moment donné, ça redondant un peu. Fait que peut-être qu'il pourrait y avoir une amélioration là-dessus. On présente les défenseurs, on présente les attaquants ensemble, je sais pas. Mais oui, c'est une amélioration comparativement à l'an dernier. Puis ils ont bien fait les choses, c'est Canadiens de Montréal. Qu'avez-vous pensé là, de l'ovation envers Patrick Laine? Un gars qui voulait tellement être à Montréal, voulait tellement jouer pour le Canadien. Un gars qui avait un mindset tellement primé. Là, il voulait être là, le gars, puis bang! Il suffit d'un coup à la ligne bleue. On reviendra pas là-dessus parce que je vois déjà Simon avec la boucane qui sort des oreilles, mais à quel point c'est le fun pour un gars comme Laine d'avoir du support comme ça des partisans à Montréal qui sont pas toujours faciles, là, on va se le dire. Là. Ben, c'est sûr que ça te donne envie là, de revenir au jeu le plus vite possible quand t'es un joueur comme ça. Il l'a dit là, qu'il avait hâte de jouer, il avait hâte d'être sous les projecteurs. Fait que c'est sûr qu'il a aimé ça. Là, il aime ça, le spotlight. Puis là, on y a donné pour le match d'ouverture. C'est certain qu'il a apprécié ça. C'est sûr qu'on peut juste penser là, qu'il a vraiment hâte de revenir au jeu pour jouer avec les Canadiens. Oui, exact. Je pense que c'est un gars qui carbure justement à cette pression-là, c'est un de ces joueurs-là qui prouve son talent et qui met son meilleur sur la glace quand il y a le spotlight sur lui. Il veut être le meilleur joueur de l'équipe. Tu sais, quand il a été repêché, là, il a été repêché très haut, on s'entend. Là, il y avait une compétition avec lui pour le premier choix. Là. Fait que, tu sais, il aime ça, avoir l'attention sur lui. Montréal, tu veux une meilleure place pour avoir l'attention? Tu sais, les Rangers, les Leafs, les Blackhawks, mais Montréal vient tout le temps en tête de liste. Puis je pense que là, Patrick Laine vient d'avoir une très bonne idée de ce qui l'attend quand il va pouvoir enfin sauter sur la glace pour un premier match au Centre Bell. Je pense que ça va être extraordinaire. Puis déjà là, pour lui et sa famille, pas juste pour, oui, pour lui, mais sa femme en a parlé aussi que c'était un moment qui chérissait les deux puis qu'ils ont trouvé exceptionnel. Le gars, il n'a même pas mis encore l'uniforme du Canadien pour un match officiel, puis il a été sûrement le plus applaudi avec Lane Hudson, puis peut-être Martin Saint-Louis qui a eu une très belle ovation aussi. Là. Fait que, regarde, c'est juste beau pour la suite, puis je pense qu'il va être craquable. Ah, écoute, je pense qu'on a très très hâte de le revoir là, sur ses patins. Les gars, le Canadien qui a remporté le premier match contre les Leafs au Centre Bell 1-0. Ça n'a pas été un match facile. Un seul but inscrit en avantage numérique en première période. Le premier de la saison de Cole Caulfield, de Juraj Slafkovský et Kirby Dach. Une impressionnante performance de 48 arrêts pour Samuel Montembeault. Cédric, tu étais sur place, mais avant, je vais aller vers Simon. Simon, ça a été quoi ta perception de la rencontre, là, globalement? Merci Montembeault. On peut-tu résumer à ça? Ça a été quand même... On sait la force de frappe que les Maple Leafs ont là, depuis plusieurs années. Là. Ils ont joué avec du caractère, ils sont sortis forts, ils ont lancé de partout. Eux autres, leur mission, c'était de mettre du trafic devant Montembeault puis de lancer de partout, de mettre les gros canons avec la jeune défensive du Canadien sur les talons. T'sais. Puis c'est ce qu'ils ont fait tout le long du match, mais Sam était dans un mindset qui était incroyable. Là. Il couvrait tous ses angles, voyait toutes les rondelles. Il y a des soirs comme ça où est-ce que le gardien voit tout puis qu'il arrête tout, puis il y a d'autres soirs où est-ce que ça va moins bien puis on dirait que tout rentre ou que tu files pas la game, tu files pas la rondelle. T'sais. Ce soir-là, il l'avait, puis ça a donné que c'était son premier match d'ouverture en plus en carrière à Montembeault. Fait, je pense qu'il voulait faire bonne impression puis dire regarde, vous m'avez donné le contrat, vous avez tassé Jake Allen, c'est fini le ménage à trois, je suis votre homme, je suis prêt, je suis gonflé,
soirée d'ouverture, premier match de la saison au Centre Bell, let's go. Puis, regarde, battre les Leafs, c'est tout le temps le fun, là, on va se le dire. Il n'y a rien de mieux que ça. Puis, dans un match d'ouverture, let's go. Mais oui, ce match-là, ça résume beaucoup à Samuel Montembeault et à l'avantage numérique qu'il produit depuis les quatre premiers matchs. L'avantage numérique fait le travail comparativement à ce qu'on a vu en pré-saison. Donc, un mélange de Montembeault, qui est 90%, et l'avantage numérique qui a fait son travail. L'avantage numérique, 1 en 5, mais tout de même, le but qui a été le plus important qui a donné la victoire aux Canadiens, 0 en 20 lors des matchs préparatoires. On se posait beaucoup de questions alors que c'est Martin Saint-Louis là, qui avait pris sur ses épaules l'avantage numérique. On voit que ça commence à fonctionner. Les entrées de zone sont rapides, sont efficaces. On parvient à contrôler la rondelle. On passe le 3/4 du temps dans la zone adverse qu'on avait de la misère à faire la saison passée. On avait de la misère à rentrer dans la zone tout simplement. Je pense qu'avec un gars comme Lane Hudson qui chavire d'un bord comme de l'autre, qui casse des chevilles, arrive à rentrer rapidement en zone adverse et pour parvenir à contrôler la rondelle. C'est vrai que tu étais sur place. J'ai parlé de Lane Hudson. Ça a été quoi tes impressions là, sur le 48 des Canadiens? Excellent, un très bon premier match de la saison pour lui. C'était pas son premier match dans la Ligue nationale, mais on aurait même dit là, que ça fait plusieurs saisons qu'il joue dans la Ligue nationale. T'en parles là, sur l'avantage numérique, capable de rentrer la rondelle avec facilité. Moi, j'aimerais ça qu'on l'essaye à la place de Matheson sur la première unité. J'ai un petit peu de difficulté, moi, avec la passe par en arrière là, en avantage numérique. On dirait que ça retarde, ça retarde l'entrée de zone, mais quand Lenotson ramasse la rondelle, une fois de temps en temps, il fait la feinte de la remettre en arrière, part avec la rondelle, rentre dans la zone. J'ai l'impression que ça rend ça plus facile là, quand c'est Lenotson qui est là. Moi, je l'essayerais tout de suite sur le premier avantage numérique. Mais il a joué depuis le début de la saison, là, il joue très bien. Il y a 1 point par match pour l'instant. Là, il y a 4 passes en 4 matchs pour l'instant, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, un très fort début de saison pour lui. Là. Oui, mais écoute, pour ce qui est de Mike Matheson sur l'avantage numérique, je pense qu'on veut juste redonner à Mike Matheson ce qu'il avait la saison passée. On veut tenter peut-être là, de faire en sorte que ça débloque pour lui. Ça a été une bonne saison la saison passée pour Mike Matheson à 5 contre 5. A produit beaucoup. Ça a été plus difficile en avantage numérique, mais tout de même, là, a récolté quelques points. Donc je pense qu'on veut faire des tests, mais je crois que rapidement, là, Martin Saint-Louis risque de changer son fusil d'épaule, là, surtout avec un gars comme Lane Hudson qui roule la rondelle comme ça se peut pas. Là. Puis tu sais, on parle de Matheson, on parle de Lane Hudson, mais faut pas oublier qu'Aiden Goulet qui honnêtement connaît un excellent début de saison. On va aller les gars vers le match Canadien-Bruins, match de rivalité au TD Garden de Boston où ça a été plus difficile pour le Canadien avec notamment le premier départ de Caden Primo. Alors que le Canadien jouait 2 matchs en 2 soirs. Vous connaissez mon point de vue par rapport aux 2 matchs en 2 soirs. Je comprends qu'on le voit de moins en moins dans la Ligue. Je respecte ça. Je respecte le fait que Montembeault a eu une grosse charge de travail contre les Leafs. Mais croyez-vous qu'on pourrait assister à des 2 en 2 cette saison? Pour vous, c'est impossible. Pour moi, en tout cas, moi, je pense qu'on va en voir. Là. On va voir Montembeault être devant le filet pour 2 matchs en 2 soirs. Ça, j'en ai aucun doute. Mais ça ne sera pas tout de suite. Comme, tu sais, on a eu une petite prise ensemble, Marco, sur Facebook, l'autre fois, justement, après ce match-là, après cette décision-là, plutôt. Puis, tu sais, moi, j'étais d'accord parce que c'est facile. C'est sûr, c'est toujours plus facile à dire pendant ou après le match en regardant la performance ou après la performance du gardien auxiliaire. Tu sais. C'est plus facile à revenir sur la décision. Au début du match, la décision est la bonne de faire garder les buts à Primo, selon moi, parce que tu veux aussi que ton gardien numéro 2 soit vite envoyé dans l'action. Tu sais. Il ne faut pas qu'il soit sur le banc trop longtemps. L'année passée, on a chialé pour ça aussi avec le roulement à 3 gardiens de but, qu'il y avait un qui était trop longtemps hors de l'action. Là, tu avais un 2 en 2 en partant. En plus, c'est un match sur la route. Montembeault, comme tu as dit, a eu une performance explosive, mais 48 arrêts, ça, c'est en plus de tous les tirs qui ont raté la cible, qui ont été bloqués. Fait, c'est une grosse charge de travail quand même, et surtout le voyagement aussi. Fait que moi, j'étais d'accord avec envoyer Primo devant le filet. Est-ce qu'il a connu une soirée très ordinaire? Oui, là, ça est loin d'être son meilleur match en carrière. Il peut juste aller en s'améliorant là, pour les prochains matchs. Mais selon moi, c'était la bonne décision de l'envoyer là, parce que sinon, tu regardes la cédule, on jouait le samedi contre les Sénateurs au Centre Bell. Au Centre Bell contre les Sénateurs d'Ottawa, tu sais que ça va brasser un peu plus.
tu veux avoir ton gardien numéro 1, selon moi, devant le filet. Après ça, c'était les Pingouins, puis tu as un 2 jours off avant de jouer contre les Kings. Et de la cédule donnait que je pense que c'est le meilleur moment pour qu'ils voient de l'action rapidement. Je sais pas ce qu'en pense Seb. Là. Je suis 100% d'accord. Moi, je pense qu'on veut le tester le plus tôt possible parce qu'au camp d'entraînement, là, on a vu Jakub Dobeš qui a fait bonne impression aussi. Je pense que c'est peut-être un test le plus rapide possible pour voir si c'est vraiment Primo qu'on veut garder comme deuxième gardien ou si on finit par amener Dobeš. Puis comme tu as mentionné, là, le voyagement après le match, moi je pense que c'est presque ça là, à lui tout seul qui a fait qu'on a décidé de mettre Primo. C'est un 2 en 2, peut-être à Montréal, on peut voir Montembeault gauler 2 matchs de suite, je serais pas surpris. Mais avec le voyagement, ça rend ça difficile, comme tu as dit, la charge de travail était énorme là, contre Toronto, un très très gros match. C'est sûr que c'est fatigant, puis faut pas oublier non plus, Montembeault, il a eu une bonne performance, c'est pas non plus dans l'élite de la Ligue nationale de gardien de but, là, c'est pas le genre de gardien de but que tu t'attends à voir gauler 2 matchs en 2 soirs. Donc je pense que c'était la bonne décision, mais c'est sûr qu'après le match, on réalise peut-être que Montembeault aurait pu avoir une meilleure performance, garder le Canadien dans le match plus longtemps. Mais ça, c'est facile à dire, là, comme tu as dit, après le match. Là. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est vrai que, tu sais, après, c'est facile, mais oui, Montembeault aurait donné une meilleure performance, assurément. Tu sais, en tout cas, on peut croire que, parce qu'il y avait eu une performance sensationnelle là, contre les Leafs, mais ouais, entièrement d'accord avec toi. Ce qui est intéressant, c'est que tu as parlé de Jacob Dobeš, puis moi, le point qui me titille au niveau de Cayden Primo, c'est que la saison dernière, quand on lui donnait des départs contre des grosses équipes, ne faisait pas le travail. Là, on lui donne un départ contre les Bruins, fait pas le travail encore une fois. Ça va commencer à être difficile pour Cayden Primo s'il remporte juste des matchs contre des petites équipes puis qu'il est pas capable d'être là contre les grosses équipes. On le sait que pour, je vais dire, 80% du temps, Montembeault va être là contre les gros clubs. Mais si de temps en temps, t'amènes Cayden Primo contre, je sais pas moi, t'as parlé des Kings, ou on parle des Rangers, ou on parle... peu importe la grosse équipe dans la ligue, puis qui est pas capable de faire le travail, il va falloir se poser des questions. Mais là, tu sais, vous avez parlé de Dobeš. Si on venait qu'à amener Dobeš en haut, puis que Dobeš venait qu'à avoir des bons départs, on risque de se retrouver avec 3 gardiens, parce que Cayden Primo peut pas retourner en bas. Fait que là, ça va être de se poser la question, est-ce qu'on l'envoie au balotage? Est-ce qu'on l'échange? On n'ira pas trop loin, c'est juste le premier départ de Primo. Mais quand même, les gars, j'ai pas vu la rencontre, j'imagine que vous l'avez vu. Rapidement, ça a été quoi, là, globalement, là, la rencontre contre les Bruins? Vas-y, Sab. Ben, ça a pas si mal. Ben, ça a mal commencé, là, j'allais dire, ça a pas si mal fini. On peut commencer par le début. Là. Ça a pas super bien commencé. C'était rough. Le Primo a pas eu son meilleur match du tout. Là. Il y a quelques buts qui étaient peut-être de sa faute, là, vraiment presque à lui tout seul. Par contre, un peu de positif, là, au moins, la fin du match, le Canadien s'est battu. On est resté quand même dedans. Ça a fini par 2 buts. Je me souviens pas s'il y a eu un filet désert. Là. Je pense que oui. Oui. Je me souviens trop. Ouais, c'est ça. Bon, donc Okay, c'était 5-4. Dans le fond, à la fin, là, dans le fond, c'était un match d'un but jusqu'à quand même assez longtemps. Donc, la fin a été du positif dans le match. Gallagher, 2 buts, si je me trompe pas. Donc, ça aussi, c'est le fun à voir, là, les trios de vétérans puis des joueurs qu'on espérait voir revenir en force pour commencer la saison, là, qui produisent un peu. Même Anderson, là, depuis le début de la saison, moi, je suis content de voir son rôle qui a changé. Je trouve qu'il remplit bien ce rôle-là. On y en demande pas trop, mais il fait le travail pour ça pour l'instant. Gallagher avec 2 buts. J'ai aimé ce que j'ai vu aussi d'Armia pour l'instant. Je suis pas certain sur le deuxième trio, là, mais ça va quand même pas si mal pour qu'est-ce que Armia nous a habitués là, depuis les années. Donc, c'était pas nécessairement. Je pense que c'était pas le pire match de la saison pour l'instant. Là. Je pense que contre Pittsburgh, le Canadien a un petit peu plus de difficultés, même que contre Boston, au niveau du match au complet, disons. Mais certainement pas le meilleur. Là. Je pense que c'est pour ça qu'on a eu la discussion là, de Primo là, jusqu'à maintenant là, dans le segment. Là. C'est peut-être son match là, qui a déraillé un peu tout. Là. Ben, c'est ça. C'est que Primo n'a pas donné confiance dès le départ à ses coéquipiers. T'sais. C'est des gars qui étaient sur une adrénaline spéciale pour un match d'ouverture au Centre Bell la veille, qui ont voyagé comme on en a discuté tantôt. Fait que ton gardien de but auxiliaire, c'est ça son travail, c'est que lui, il est supposé être frais dispo. Fait que dès le départ, tu dois donner confiance à tes coéquipiers pour un deuxième match puis dire les boys, moi je suis prêt à jouer ce match-là. L'aide-vous, tu sais, gars, je vais être en arrière de vous autres, je vais les arrêter rondelles. Fait qu'elle en mettre une dedans, 2 dedans, 3 dedans, tu sais. C'est ce que Primo n'a pas fait. Tu voyais les gars déjà, dès les premiers lancers, jouer un peu plus sur les talons
que la veille avec Montembeault devant le filet. C'est toute une question de confiance. Puis, on connaît les Bruins de Boston, c'est leur match d'ouverture aussi. Eux autres aussi, c'est leur 100e anniversaire cette année. Ils vont vouloir avoir une belle saison. Tout le monde les met encore un peu. Ils sont in and out des séries, année après année, depuis que Bergeron est parti, depuis 2-3 ans, qu'on les met tout le temps un peu. Ils ne feront pas cette année. Là, ils ont perdu Hallmark, ça va être Swayman. Là, il y a eu tout. Qu'est-ce qu'il y a eu autour du contrat de Swayman? Ils étaient craqués aussi, les Bruins. Là. Et Canadien-Boston, match d'ouverture à Boston, Swayman était de retour, tout était là pour que les Bruins sortent fort. Puis c'est une combinaison des deux, selon moi. C'est Primo qui n'a pas aidé le Canadien, puis c'est les Bruins qui ont sorti fort aussi. J'ai ça dire ça parce que j'aime pas Boston, vous le savez, mais pour donner à César, quand à César, les Bruins sont sortis fort, puis ont joué un bon match de hockey, puis se sont imposés physiquement aussi contre une équipe jeune, puis un peu plus, peut-être moins expérimenté que les Bruins. Fait que je pense que c'est ce qui a fait une grosse différence dans ce match-là. Le Canadien de Montréal recevait la visite des Sénateurs d'Ottawa, un club contre qui ça a brassé en pré-saison dans les matchs là, préparatoires. Victoire du Canadien 4-1 et Cole Caulfield qui a poursuivi sur sa lancée avec son 3e et 4e de la saison. Emil Heinemann, son premier également en carrière dans la Ligue nationale. Hudson qui a récolté des points encore une fois. Ça a été un bon match là, du Canadien contre les Sénateurs. Ouais, absolument. C'était selon moi, leur meilleur match de loin depuis le début de la saison. Ils ont pas mal dominé tout le long. Pas laissé beaucoup d'opportunités. Montembeault, encore une fois, solide. Comme tu as dit, Hudson est allé chercher 2 passes, si je ne me trompe pas. Caulfield, 2 buts. Heinemann, son premier. Là, c'était vraiment un beau match à voir pour le futur du Canadien, à voir qui a compté les buts, qui a ramassé les passes. Puis un effort complet là, du début à la fin. Leur plus beau match de la saison, selon moi. Moi, c'était à celle-là que j'étais, Cédric. C'était à ce match-là que j'étais directement au Centre Bell. Puis Lane Hudson est incroyable en vrai. Là. C'est sûr que tu as eu la chance de le voir toi aussi. Là. Puis de match en match, il prend de l'expérience. Puis je l'ai vu d'assez proche. Là. J'étais très bien placé. Il est incroyable. Juste, vous avez vu dans ce match-là, il a fait sortir Brady Tkachuk de ses gonds là, derrière le filet. C'est un jeune joueur qui a à peine 5 matchs d'expérience dans la ligue puis qui fait sortir un des bons joueurs dans cette ligue-là complètement de sa tête. Un bon danseur. Un bon danseur, le Brady Tkachuk. T'as allé d'une petite danse en avant du filet. Là. J'aurais aimé ça qu'il perde l'équilibre. Je pense que ça a été la cerise sur le Sunday. Il est showtime aussi, il faut lui donner. Là. Il aime ça provoquer, il aime avoir le spotlight lui aussi. Fait que tout était là. Puis Lane avait beau jeu. Là, on menait dans le match. Fait que c'était en 3e période en plus. S'il y avait rien à faire, Hudson a bien joué là-dessus. Mais oui, comme tu as dit, Cédric, ça a été sûrement la meilleure performance jusqu'à maintenant du Canadien. Il n'y a pas grand-chose à dire de négatif. La seule chose, moi, que j'aimerais voir au fur et à mesure, c'est peut-être qu'on prenne plus de lancers, qu'on passe plus de temps en fond de zone adverse. Parce qu'encore là, après une période et demie, les lancers, oui, Ottawa non plus n'avait pas beaucoup, là, ça se passait beaucoup en zone centrale, mais les lancers au but, on devrait tester les gardiens adverses plus rapidement, surtout quand on est à domicile, t'embarques la foule plus rapidement dans le match, ça te donne encore plus confiance, plus d'ambiance. Peut-être ça à corriger du côté du Canadien et de Martin Saint-Louis, là, essayer de mettre plus de rondelles derrière les défenseurs en ayant des alliés qui vont les chercher, bien sûr, puis envoyer des rondelles au filet. On sait qu'un tir au filet, c'est jamais une mauvaise idée. C'est ce que je pense que le Canadien devrait amener un peu plus. Cédric, quand on parle de la victoire du Canadien de Montréal, il faut souligner les 8 tirs bloqués de Kaiden Goulet dans la victoire. On a parlé de l'avantage numérique tantôt qui fonctionne très bien. Encore un une but fois, à chaque là, match maintenant. Oui, écoute, honnêtement, les statistiques ont été très bonnes dans cette rencontre-là. J'essayais de voir si je pouvais trouver la statistique 1 en 4 du côté du Canadien. Et c'est 4 en 4 en désavantage numérique pour le Canadien lors de sa rencontre contre les Sénateurs. Quand tu regardes les performances, on parle beaucoup de Lane Hudson, tu as parlé de Josh Anderson, Brendan Gallagher qui connaissent des très bons débuts de saison. Un gars comme Kaiden Goulet qui est aussi bon offensivement que défensivement et qui te bloque 8 lancers consécutifs. Le gars se fait mal, il bloque une shot puis il se remet devant pour bloquer l'autre tout de suite après. Puis il réussit à ouvrir le jeu tout de suite après. Quelle est ta perception là, de Kaiden Goulet jusqu'à présent? Ben moi je pense que c'est
probablement ça va être le meilleur défenseur défensif du Canadien. Ça va être probablement le meilleur défenseur des deux bords de la glace, disons ça comme ça. Là. Il va être le meilleur défenseur complet là, du Canadien, même que je pense qu'il l'est déjà là, assez facilement. Ouais. Je pense aussi que, tu sais, on parle de tir bloqué, ça, visiblement sur la glace, c'est un leader. Je pense que dès que là, présentement, c'est Matheson et Gallagher qui ont les A sur leur chandail, je pense que dès qu'il y en a un des deux qui quitte l'équipe, c'est à lui que ça va revenir. Pour moi, c'est de droit, ça devrait être à lui tout de suite. Tu sais, si jamais on avait décidé qu'on ne met pas Suzuki capitaine, je suis tout à fait d'accord avec Suzuki qui est capitaine. Pour moi, Goulet, c'est le deuxième choix. C'est un guerrier, c'est un gars qui est robuste, c'est un gars qui est solide, c'est un gars qui a un bon lancer, une bonne vision. Il a tout pour être un excellent défenseur dans la Ligue nationale. On en parle souvent là, comme étant, je veux pas utiliser, là, je veux pas la comparaison, mais c'est le même style selon moi que chez Weber. Pas au même niveau, mais c'est un style qui est très semblable, très robuste, un très bon tir frappé de la ligne bleue, un vrai général de la ligne bleue. Là. Puis je veux pas dire qu'il va être au même niveau, mais pour moi, c'est vraiment le même style de joueur. Puis je suis très content qu'on ait un joueur comme ça à Montréal. C'est très important pour une bonne équipe. Tellement d'accord. Là. Tu sais, il a pris des notes de David Savard l'année passée. Tu parlais de ses 8 tirs bloqués. Là. David a eu un moins bon match hier là, contre les Pingouins. On en parlera peut-être un peu plus tard. Là. Mais il a pris des notes l'année passée. Il a eu un bon vétéran à côté de lui. Puis il garde sa porte-fruit aujourd'hui. Puis je suis tellement à 100% d'accord là, que ce gars-là va avoir une lettre sur son chandail. Il a donné un contrat de 6 ans aussi. Là. C'est pas pour être un passager. C'est un gars qui est, oui, peut-être un leader un peu plus silencieux. Et peut-être pas le plus verbal, d'après moi. Un peu à la Nick Suzuki, comme tu disais. Sauf que c'est un leader pour plusieurs années. Ça va être un vétéran. C'est un jeune vétéran déjà, mais c'est un gars qui va mener par l'exemple sur la glace et en dehors de la glace. Fait que on a un beau joyau. Je pense qu'avec justement Lane Hudson, avec Logan Mayo aussi qui va s'en venir, David Ringbacker, puis tu sais, on va laisser la chance à Jacky Byron encore de continuer, mais on a une belle relève qui va être menée par Caden. Ce qui est intéressant avec Caden Goulet, c'est quand on regarde les contrats similaires de ces gars-là, que ce soit Cal McCarr, que ce soit Jake Sanderson, que ce soit Miro Heiskanen, des gars qui ont signé pour plus de 8 millions par saison. Un gars comme Caden Goulet qui lui signe entre 5 et 6 millions par saison. Honnêtement, ça t'en dit beaucoup sur le fait que le gars veut être ici, que le gars il veut gagner, puis qu'il veut. Il aurait pu avoir 8 millions s'il aurait voulu. Kent Hughes, j'aurais probablement pas donné. Mais de savoir que le gars il a dit oui, c'est quand même très très respectable au niveau de Caden Goulet. On va faire rapidement les gars. Le Canadien qui recevait la visite de Sidney Crosby et les Pingouins, ça a été plus difficile. J'ai pas vu la rencontre non plus. Défaite de 6-3. Le Canadien qui tirait de l'arrière 2-0 est revenu de l'arrière avec Emil Heinemann encore une fois qui a inscrit tout un but, on va se le dire. Quel tir il a décoché. Mais malheureusement, là, les Pingouins qui ont repris la cadence, ça a été plus difficile pour Lane Hudson dans cette rencontre-là. Fiche de moins 4 pour le 48 du Canadien. Ça a été quoi votre perception globale là, contre les Pingouins? Vas-y, Cédric, si tu veux y aller. Ben, moi, je pense que c'était leur pire match. Là. J'en ai parlé tantôt là, quand on a parlé du match contre Boston. Là. Je pense que c'était le match le plus difficile là, dans l'ensemble pour le Canadien au complet. Simon, tu l'as mentionné tantôt, David Savard, pas son meilleur match non plus. Marco vient de le dire, Lane Hudson, difficile aussi. Ça a été difficile défensivement. Montembeault n'a pas eu son meilleur match non plus. Il y a eu 2 lancers là, qui étaient assez clairs, qui sont passés directement par-dessus sa mitaine. Ça, c'est des lancers que tu veux revoir, que tu devrais attraper. Donc ça, c'est quand même 2 buts là-dessus. En plus, on enlève, disons qu'on enlève le filet désert et ces 2 buts-là, c'est un match de 3-3. Donc c'était pas très facile pour Montembeault non plus. Pas dire que c'était le pire joueur de l'équipe du tout. Mais c'était clairement pas son meilleur match. Je pense que c'était l'effort là, au complet était pas tout à fait là pour le Canadien. Une belle remontée. On y a cru pendant un moment. Là, on perdait 2-0. Revenu en deuxième période pour se rendre jusqu'à 3-2. Finalement, on l'a échappé complètement. Je pense que c'est un match à oublier pour le Canadien. Il faut qu'on poursuive là, avec ce qu'on avait vu avant. Je pense que c'était simplement le moins bon effort depuis le début de la saison. Ouais, je pense qu'on a peut-être pris un peu les Pingouins à la légère. On s'est dit c'est un club vieillissant, c'est un club qui est. Et on n'est pas trop sûr quelle performance ils vont nous donner d'un soir à l'autre depuis quelques années. Les Pingouins, c'est des up and down.
La seule affaire que je peux dire du Canadien, c'est qu'on n'abandonne jamais. Depuis 2 ans, on pense que le Canadien est mort par séquence dans le match, puis finalement, ils nous sortent 1, 2 buts, ils reviennent dans le match, ils se battent jusqu'à la fin. T'sais. C'est sûr que, comme tu as dit, Montembeault n'a pas eu son meilleur départ jusqu'à présent. On sait qu'il va se reprendre parce que Absolument. il va vouloir justement remédier à la situation et revenir le gardien qui a été contre Toronto. Mais Matheson aussi, on peut en parler un peu, il faut qu'il joue moins. Là. Ça n'a aucun bon sens. Il devient moins bon s'il joue trop. C'est Mettez-le à 22 minutes, ça ne me dérange pas, mais quand il est rendu qu'il joue 25, 26, 27 minutes, c'est beaucoup trop. C'est un gars qui aime se porter à l'attaque, c'est un gars qui patine beaucoup, c'est un gars qui bloque des lancers. Il est impliqué dans toutes les phases de jeu. Avantage, désavantage, 5 contre 5, name it. À un moment donné, il faut peut-être un peu plus tempérer les choses dans son cas. Puis, on a parlé de Goulet tantôt. Ben, donnez-en un petit peu plus à Goulet. Jacky, oui, Jacky n'a pas le gros début de saison. C'est assez amorphe, je trouve, depuis le début de la saison pour Herbert Jacky. Mais qu'est-ce qu'il fait dans l'alignement si on ne peut pas lui donner des minutes en désavantage numérique? On sait qu'il y a le tir frappé le plus puissant de l'équipe. Est-ce qu'il peut avoir peut-être un peu de temps de jeu en avantage numérique sur la deuxième vague, enlever la première vague à Matheson, mettre Hudson sur la première et mettre Jacky sur la deuxième, enlever un peu de... Oui, Matheson veut sûrement un peu de bonbon sur l'avantage numérique, c'est normal, c'est un vétéran. Mais en même temps, on pourrait peut-être faire un switch, un power play, un à Jacky, un à Matheson, ça enlèverait quelques minutes, puis je pense le Canadien gagnerait juste à avoir un Matheson qui joue un 21-22 minutes au lieu d'un 26-27, parce qu'il serait en pleine forme tout le match au lieu d'être brûlé quand il reste 5-6 minutes. 100% d'accord avec toi, Simon. Je pense que Mike Matheson n'est pas un mauvais défenseur, mais on doit être capable de s'en servir intelligemment si on veut pas qu'il nous coûte des buts ou qu'il nous coûte des matchs. Produit beaucoup offensivement, mais peut-être plus difficile défensivement, dû au fait notamment qu'il a une moyenne de 25 minutes de temps de jeu par match depuis le début de la saison. Mais il va se mettre en danger avec les blessures aussi. T'sais, un gars qui joue trop comme ça, il se met à risque encore plus. Fait que ça devient dangereux parce qu'il est important au Canadien, Mike Matheson. C'est juste qu'il joue beaucoup trop en ce moment. Je comprends que Martin Saint-Louis veut gagner des matchs. Il va avoir Matheson le plus souvent sur la patinoire parce qu'il était son meilleur défenseur l'année passée. Sauf que là, tu as une arme de plus offensivement que tu n'avais pas la saison dernière en Lane Hudson. Est-ce que Lane va jouer 22, 23, 24 minutes? Non. Moi, je pense que Lane, s'il joue entre 19 et 20, mettre 18 et 20 minutes dans des circonstances où tu te mets dans des circonstances favorables, dont l'avantage numérique, ou quand tu as besoin d'un but en fin de match, c'est là que ça devient winner pour ton équipe. Puis, tu sais, on a quand même certains atouts. Trouble n'a pas joué encore, mais Trouble, je pense, va venir solidifier un peu le côté défensif. Puis Justin Byron, si tu ne peux pas le mettre au côté offensif, l'avantage numérique, ou bien dans des situations que tu as besoin d'un but, qu'est-ce que Justin Byron vient faire? Parce que Justin Byron, défensivement, c'est so-so, on s'entend. C'est son côté offensif qui est supposé être la meilleure situation pour lui, tu sais. Moi, je suis pas capable. Et moi, je pense que... Ouais, c'est ça. Je pense que la meilleure situation, c'est peut-être de revisiter un peu le temps de jeu de chacun en défensive. Ça peut juste nous aider sur le long terme. Hein. Justin Byron devrait jouer 3 minutes par match. 1 minute en première, 1 minute en deuxième, 1 minute en troisième. Merci, bonsoir. Je suis tellement pas capable de Justin Byron. Quand je vois Justin Byron, je vois une ballerine au Cirque du Soleil sur la patinoire. Je suis tellement, mais tellement pas capable. Je comprends que Logan Mailloux a connu un camp d'entraînement très ordinaire. Il a été mauvais, il a pas été bon pantoute. Le gars, il a pris pour acquis qu'il allait avoir un poste, il a foncé dans le mur, puis il s'est fait mal. Là, il est à Laval, il va casser tout à Laval, il va revenir à Montréal, Byron va aller manger des roteux en haut. J'ai vraiment hâte que ça arrive, parce que Justin Byron, honnêtement, là, quand je le vois, je stresse. Je fais mes prières, je souhaite qu'il tombe dans le fond de la zone puis qu'il aille au banc tout de suite. C'est terrible. Justin Byron est affreux. C'est probablement le pire défenseur que tu as dans tes 7 défenseurs à Montréal. Mais hier, il n'a pas été si pire que ça. J'ai entendu des bons et des mauvais commentaires après le match hier et ce matin. Puis, je suis comme hier, il n'a pas été si mal que ça. Il s'est impliqué physiquement. Puis au gabarit qu'il a,
s'il s'implique physiquement, ça va l'aider à entrer dans le match. Moi, c'est ce que je pense que Byron, présentement, doit améliorer. C'est qu'il doit s'impliquer tôt dans le match. Il ne doit pas avoir peur de faire des erreurs et d'y aller côté offensif. Je trouve que des fois, il se retient, puis il est toujours un entre-deux dans sa décision. Est-ce que je me porte à l'attaque ou je ne veux pas faire d'erreur puis je ne me porte pas, mais j'ai le goût d'y aller? Il est dans un entre-deux sans cesse. C'est ce qui fait qu'il devient un défenseur à risque, selon moi. Puis tu sais, si tu le mets sur une troisième paire avec Arbor Jackay, comme qui est depuis le début de la saison, ben, il ne devrait pas jouer contre la ligne numéro 1 et 2 de l'autre côté. Il joue contre la ligne 3 et 4, la troisième paire aussi de défenseurs de l'autre côté plus souvent qu'autrement. Profites-en. Tu as le talent offensif, tu es dans la Ligue nationale pour ça, parce que tu as amené de l'offensive toute ta carrière. Fait que, vas-y, prouve-le. Puis si rendu là, on voit que tu n'es pas capable de le faire, ben, comme tu as dit, Marco, ça va être le temps de prendre la décision puis de rétrograder, de le mettre au balotage ou de le mettre sa galerie de presse. Mais démontre-nous ce que tu es capable de faire parce qu'on sait que tu as un côté offensif, tu as un gros gabarit. Fait implique-toi physiquement, finis tes mises en échec, puis fais une bonne relance d'attaque, puis simplifie ton jeu. C'est ce qu'on demande à Justin Byron, selon moi. Les gars, c'est ce qui complète le segment 100% LNH du haut de la passerelle avec Simon Fanos et Cédric Paquette. Simon, ça a été un plaisir de t'avoir encore une fois avec nous au podcast chez Cavant. Puis on se dit à la prochaine Pareillement. pour un autre rendez-vous. Yes, sir. Fait que bonne soirée, les boys. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Ouais. Cédric, on entend maintenant... Va-t'en pas, là, Cédric. Non, je suis encore là. Je suis encore là. Cédric qui me dit bonne soirée. Non, là. Premier et les buts. Ouais, je sais bien. Segment premier les buts, le segment LCF, où on revient sur les 2 dernières semaines d'activité dans la Ligue canadienne de football. Ce qui veut donc dire la semaine 18 et la semaine 19. La saison qui achève là, déjà dans la LCF va rester 2 semaines d'activité de saison régulière avant de voir là, les séries se dessiner dans la Ligue canadienne. Revenons sur la semaine numéro 18 avec le match entre les... là, il y a une semaine, là, je sais pas, on a-tu fait nos prédictions pour la semaine 18? On avait fait nos dernières prédictions, c'était pour la semaine 17. Ok, on va faire... Ouais, et là, vous comprendrez que la semaine passée, on n'a pas été là. Puis la semaine d'avant, je pense qu'on n'avait pas fait d'LCF non plus. Non, c'était ça. Fait qu'on va faire un survol rapide la semaine 18, la semaine 19. On va revenir sur le match entre les Alouettes et le Rouge et Noir d'Ottawa, qui était un gain important pour la troupe de Jason Moss. Et on va revenir avec nos prédictions de la semaine 20. On va faire le survol des classements, des statistiques comme d'habitude. Et ça va coïncider avec la fin de l'émission de ce soir, 15 octobre 2024. La semaine 18, victoire des Blue Bombers contre les Ticats d'Hamilton. Les Blue Bombers qui ont poursuivi sur leur lancée encore une fois là, après avoir remporté les matchs 2 de suite contre Edmonton lors de la 17 et la 16. Je pense que, honnêtement, là, bon, c'est sûr que quand on regarde ça comme ça a été un bon match contre les Ticats. Ça a été plus difficile contre Toronto lors de la semaine 19, on va y revenir. Mais c'est un gain important des Blue Bombers contre les Ticats. Ouais, tout à fait. Là, ils se sont placés en position pour être les meilleurs dans l'Ouest pour le restant de la saison. Là, je pense qu'ils étaient déjà passés par-dessus BC la dernière fois qu'on a fait un segment LCF. Donc là, ils sont presque assurés de finir premier. Là. Pas tout à fait encore, là, vu que Saskatchewan est quand même juste à une victoire. Là. Mais avec très peu de matchs qui restent, là, ils sont assurés de finir au moins dans les 2 premiers de l'Ouest là, avec une super belle lancée depuis plusieurs semaines. BC qui l'avait remporté contre les Stampeders de Calgary 32-15. Une belle performance là, du corps arrière des Lions. Ouais, est-ce que c'était Nathan Rourke qui jouait encore ce match-là? Là? Ça fait quelques semaines, c'est un petit peu plus... Je pense que oui. C'est ce que je pense aussi. Oui, Nathan Rourke, 20-24, 218 verges, n'a pas de passe de toucher, n'a pas d'interception non plus. Ça semble être les unités spéciales là, qui ont fait le travail dans cette rencontre-là. Autre rencontre lors de la semaine 18 dans la LCF. C'était le dernier match. Il y avait seulement 3 rencontres.
Saskatchewan qui l'a emporté contre Edmonton. Et malgré les défaites, Edmonton, là, honnêtement, mettent des points là, au tableau lors de chaque rencontre. Ouais, on en parle depuis le début de la saison. C'est la défensive qui a un petit peu plus de difficultés. Là. 28 points, c'est pas énorme. Mais quand c'est comme ça à chaque semaine, là, on a de difficulté à aller chercher les matchs. Mais quand même, là, on pensait pour une équipe qui avait de la difficulté à gagner un seul match au début de la saison. Là, ils se ramassent présentement, ils ont 6 victoires là, jusqu'à maintenant dans la saison. Donc c'est mieux qu'on pensait au début de la saison. Mais il va y avoir beaucoup d'ajustements à faire là, la saison prochaine au niveau de la défensive pour Edmonton. Les Blue Bombers de Winnipeg l'ont échappé contre les Argos de Toronto lors de la semaine 19. Une belle performance de Chad Kelly, rien de trop exagéré, rien de trop gros, 16 en 23, 203 verges, une passe de toucher. Son vis-à-vis Zach Collaros, aucune passe de toucher, une interception. Ça a été plus difficile là, pour Winnipeg dans cette rencontre-là. Ouais, juste un 11 points au tableau, là, c'est pas ce que Winnipeg nous a habitués à voir là, depuis leur relancée là, après quelques semaines dans la saison. Donc un match difficile pour eux, la défensive de Toronto qui a tenu le fort. Mais Winnipeg espère là, définitivement amener plus d'offensive pour le restant de la saison. Edmonton qui s'accroche à l'espoir de peut-être parvenir à entrer en éliminatoire cette saison, l'emporte contre les Stampeders de Calgary, bon dernier au classement général de la LCF. Je pense que Edmonton ne peuvent plus faire les séries, par exemple. Parce qu'il y a 3 équipes qui sont. Ben peut-être que cette. Non, c'est ça. C'était leur dernier match là, qui avait encore une chance. Je pense si BC perdait. Ah ouais, t'as raison. Et que eux gagnaient aussi. Mais là. C'est les Ben non, trois c'est ça. Mais premiers, BC, c'est les trois premiers de chaque division. c'est ça, exactement. Là, les premiers ont un bail la première semaine, donc c'est seulement le deuxième puis le troisième là, qui peuvent les faire par la suite. Donc Edmonton qui peuvent plus faire les séries, mais qui réussissent quand même à battre Calgary, qui eux n'ont pas gagné depuis un très bon moment. Là. On en parlait au début de la saison. On était impressionnés avec les Stampeders, mais ils n'ont pas eu de victoire depuis un énorme moment de temps, honnêtement. Là, je suis en train de défiler les semaines rapidement pour voir leur dernière victoire. C'est la semaine Ça 9. remonterait à la semaine 9, ouais, exactement, contre Toronto. Donc, ça fait presque 10 matchs de suite là, qu'on perd du côté de Calgary. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Jake Maier avait très bien commencé la saison. Je pense que toute l'équipe avait bien commencé la saison. Puis on s'est effondré là, après 4 victoires. Du côté des Lions, après une belle performance là, lors de la semaine 18, ça a été beaucoup plus difficile pour Nathan Rourke et les Lions. 15 en 23, 2 interceptions, 200 verges par la voie aérienne. N'a pas été capable d'y aller avec des passes de toucher là, par les voies des airs. Son vis-à-vis Trevor Harris qui a bien fait. 25 en 30, 271 verges, 2 passes de toucher. Les Rough Riders de la Saskatchewan qui, eux, tentent là, de s'éloigner de BC et ses missions accomplies. C'était un match d'une importance capitale pour la Saskatchewan. Absolument. Eux aussi sont dans le mix là, pour être premiers dans l'Ouest à seulement une victoire là, d'égaler Winnipeg, même de dépasser vu qu'ils ont une égalité au courant de la saison. Là, pour BC, comme tu as dit, Nathan Rourke, une mauvaise performance. Je vois là, dans les actualités de la CFL que pour le dernier match de BC, pour la semaine 20, ça sera Vernon Adams Jr. qui sera de retour, qui va prendre la place de Nathan Rourke là, suite à cette mauvaise performance de sa part. Les Alouettes de Montréal avaient un match d'une importance capitale contre le Rouge et Noir d'Ottawa qui est en train de glisser peu à peu là, au classement. Eux qui étaient deuxième depuis quelques semaines sont maintenant au 3e rang. Ayant vu les Argos là, les dépasser au classement. Jeremiah Masoli, ça a été difficile. 19 en 34, 216 verges, 1 interception. Du côté des Alouettes, Davis Alexander, qui était le corps partant des Alouettes, je sais pas pourquoi d'ailleurs, et je sais pas si t'as la réponse. Jardo a eu un fils, donc oui, sa femme a accouché, donc il a dû manquer le match de la semaine dernière. Eh là là, après ça on chiale quand je manque mon podcast. Non mais hey, où s'en va le monde, hein? Donc, Davis Alexander qui est allé d'une performance correcte, 14 en 24, peut-être un peu de rouille. 6 courses, 45 verges, 1 touché au sol pour le carrière des Alouettes, 1 interception, tout de même les Alouettes qui l'emportent. Donc, une autre victoire de Davis Alexander à titre de carrière des Alouettes. Oui, absolument. Il a très bien fait là, pour cette saison. On fait encore confiance à Fajardo. C'est des circonstances spéciales pour qu'on a donné le départ à Davis Alexander, mais
si on se retrouve mal pris en série, on sait qu'on a un bon deuxième là, pour aller chercher l'étincelle si jamais on en a besoin. Allons maintenant vers les classements dans la LCF. Cédric, si tu le veux bien, dans l'Est et dans l'Ouest. À commencer par l'Est, les Alouettes toujours premiers et resteront premiers jusqu'à la fin de la saison. Différentiel de plus 74, 12, 3 et 1. Les Argos qui ont rattrapé le Rouge et Noir, 9-7-0. Différentiel de plus 29. Le Rouge et Noir qui a descendu en troisième position, 8-7 et 1. Il y a seulement un point là, qui se joue entre les Argos et le Rouge et Noir. Différentiel de moins 44. Et les Ticats, 6-10, 12 points, moins 78. Du côté de l'Ouest, Blue Bombers, Saskatchewan, BC, Edmonton et Calgary. Calgary, Cédric, différentiel de moins 110. Quand on regarde le début de saison, quand on regarde le début de saison des Stampeders, qui était premier au classement général, qui avait débuté de mémoire la saison avec 4 victoires, 0 défaites, à l'inverse des Blue Bombers qui étaient 0 et 4. Qu'est-ce qui s'est passé du côté des Stampeders, Cédric? Je comprends pas. C'est très difficile à comprendre, honnêtement. Là. Un très beau début de saison. On en parlait beaucoup au début. Là, pour ceux qui nous écoutaient depuis le début de la saison, là, Jake Maier avait un très bon début de saison. On était tous surpris. On revenait souvent au début de la saison là, sur les joueurs qui nous surprenaient le plus dans la ligue. Le nom de Jake Maier était soulevé à chaque semaine. Puis ils ont commencé à enchaîner des mauvaises performances sur des mauvaises performances et ont arrêté de gagner depuis la semaine 9. Donc, je sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé. C'est au point là, qu'on riait quasiment des Elks d'Edmonton au début de la saison qui n'étaient pas capables de gagner un match. Et ils les ont dépassés. Ils ont dépassé Calgary là, dans les dernières semaines. Donc, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Tu l'as mentionné, un différentiel de moins plus que 100 là, que tu as dit. Moins 110, 110. Donc, c'est pas possible. Ils ont gagné aucun match depuis le début de la saison à l'extérieur. Je pense que c'est un des gros points difficiles de leur saison. Quand t'es juste capable de gagner chez toi, il y a la moitié de la saison que tu joues à l'extérieur quand même. Donc, il faut que tu ailles chercher des matchs à l'extérieur. Pas été capable de faire ça depuis le début de la saison. Donc, je pense que c'est une des raisons pourquoi ils sont tombés si bas. Mais je peux pas comprendre comment est-ce qu'on a aussi bien commencé pour tomber aussi rapidement dans les bas-fonds là, des classements. Alors, du côté des statistiques dans la LCF, Bo Levi Mitchell au niveau des verges par la voie aérienne, c'est 4576 verges, pourcentage de 68,6% d'efficacité. Zach Collaros à 4005 verges, à 69,7% d'efficacité. McLeod Bethel Thompson, 3748. Jack Mayer, 3518. Et Trevor Harris complète le top 5 avec 3264 verges. Lui qui n'aura disputé que 11 matchs depuis le début de la saison. Au sol maintenant, Brady Oliveira, c'est 1318 verges. William Stenbach, l'ancien des Alouettes, c'est 1147 verges. Karim Carey, c'est 1005 verges. Ryan Amstead, 862. Et Miles, du côté des Stampeders, avec 719 verges, complète le top 5. Au niveau des receveurs, par la voie aérienne, 85 réceptions pour 1363 verges pour McInnes. Hardy, 90 réceptions pour 1241 verges. Regis Beggleton, du côté de Calgary, 85 réceptions, 1073 verges. Emlis, du côté de la Saskatchewan, 87 réceptions, 1064 verges. Et White, du côté de Hamilton, 67 réceptions pour 998 verges. Si on regarde au niveau maintenant là, de la semaine 20 dans la LCF, 3 matchs seront à l'affiche comme la semaine 18. Stampeders, Tiger Cats, ce n'est clairement pas le match de l'heure dans la LCF. Non, probablement les deux pires équipes de la ligue pour l'instant. Hamilton proche de Edmonton là, pour la deuxième place des pires équipes. Moi, je vais y aller avec Hamilton, là, comme on a dit, Calgary qui est en chute libre inarrêtable depuis la semaine 9, incapable de gagner, incapable de produire, autant offensivement que défensivement. Hamilton qui, eux, ont été plus moyens tout au long de la saison, quand même battu BC il y a 2 semaines, donc pas nécessairement en chute libre là, du tout de leur côté.
Donc, j'y vais avec Hamilton pour cette semaine, puisque Calgary ne semble pas être capable de gagner du tout. Je vais y aller avec les Stampeders de Calgary. On va surprendre les auditeurs. Je pense pas que ça va arriver. Mais au point où Écoute, on tu prends en une est, chance. au point où on en est, duel Hamilton-Calgary, c'est probablement le match que tu vas regarder avec un vieux fond de sac de chips qui est dans ton armoire depuis 3 mois. Ouais. Tu n'iras pas gaspiller un Doritos flambette pour ce match-là. Fait que je pense que pourquoi pas donner un souffle aux Stampeders. On va y aller avec eux pour cette rencontre. Rouge et noir, Argonauts. J'ai envie de dire le duel de l'heure dans l'Est. Duel capital. D'une importance capitale, pardon. Et j'ai hâte de t'entendre au niveau de ta prédiction dans cette rencontre-là. Duel entre Chad Kelly. Et là, est-ce que c'est Drew Brown qui va être là? Je pense que ça va être ça la grosse question, là. Je vais regarder vite. Parce qu'à moins d'une blessure là, que j'aurais manqué, Mais c'est qui le carrière de la semaine passée? c'est Masoli qui Ah a, oui, c'est qui a Jeremiah commencé l'année Masoli. passée, mais il n'y a pas eu une performance incroyable. Donc ça va être à voir qui est-ce qu'on C'est on Jeremiah décide, là, Masoli qui va- et ensuite il y a eu Dustin Crum qui était là également. Mais ça, j'imagine que ça doit être pour un jeu pour truqué des ou quelque chose courses, du genre. probablement, ouais. C'est ce que je pense. Donc, mais oui, comme tu as dit, le duel de l'heure dans l'Est, une grosse importance, ça va être le facteur probablement déterminant de qui va être à domicile en séries éliminatoires en première ronde, puisque les Alouettes se sont déjà assurés de la finale de l'Est. Donc, le duel Ottawa-Toronto est déjà prêt pour la première ronde des séries. On ne sait simplement pas qui sera à domicile. Donc, si Ottawa l'emporte, ils vont repasser devant Toronto au classement général. Cependant, il reste une semaine après, donc ça ne sera pas 100% confirmé, mais c'est certain là, que les équipes vont préparer et mettre la table pour leur match de série, vu qu'on sait déjà qu'ils vont s'affronter. J'y vais avec Ottawa, qui ont pris une petite chute la semaine dernière, qui sont passés en dessous de Toronto au classement. Je m'attends à un match extrêmement serré, extrêmement robuste. Un gros match, là, c'est vraiment le match de la semaine, selon moi, à regarder. Donc, j'y vais avec Ottawa qui vont reprendre le dessus, selon moi, dans l'Est. Je n'ai pas confiance en Jeremiah Masoli. Je doute que Drew Brown soit de la prochaine rencontre et s'il revient, il va avoir un petit peu de rouille pour Drew Brown. Lui qui avait connu un excellent début de saison. On en a parlé beaucoup. Chad Kelly, depuis son retour de sa suspension avec les Argos, a amené les Argos à un autre niveau et qui avait des difficultés en début de saison dues à l'absence de Chad Kelly. J'ai pas pris souvent Toronto depuis le début de la saison, mais là, j'ai pas confiance au Rouge et Noir. Donc, les Argos vont l'emporter et vont demeurer au 2e rang dans l'Est. Un bon duel, j'ai envie de dire, entre les Lions et les Alouettes en direct de la Colombie-Britannique. Un duel où j'imagine verrons-nous Vernon Adams Jr. contre son ancienne équipe avec Cody Fajardo qui devrait être de retour à son poste également. Quand tu te mets dans la tête de Vernon Adams Jr., tu veux faire payer ton ancienne équipe. Mais quand tu vois une équipe comme les Alouettes s'amener contre les Lions, tu te dis que la peau de l'ours est probablement déjà vendue alors que le match n'a pas été joué. Vers quel C'est côté certain. tu te penches? Moi, je me penche, je le dis depuis le début de la saison, là, je trouve ça très difficile de se pencher contre les Alouettes. Là, comme j'ai mentionné tantôt, et comme tu viens de le dire, Vernon Adams revient après une absence là, de plusieurs matchs. Là, c'était Nathan Rourke qui a pris sa place. Donc, peut-être un peu de rouille qui va s'être installé de son côté. BC, qui sont pas dans la meilleure des séquences jusqu'à date, sont fait écraser même là, par Saskatchewan la semaine dernière. Et ont perdu à la semaine 17 une victoire entre les deux contre Calgary. Mais comme on a dit tantôt, le Calgary, c'est pas nécessairement une référence en termes d'équipe puissante par les temps qui courent. Donc, pas la meilleure des séquences de la saison, là, clairement, pour BC. Cependant, c'est quand même leur dernier match. Ils vont essayer de terminer la saison en force, c'est certain. Donc, je pense pas que ça va être une victoire haut la main là, pour les Alouettes cette semaine. Mais comme je dis depuis le début de la saison, là, c'est très difficile de prendre contre les Alouettes avec la saison qu'ils ont à faire là, depuis le début.
Je vais y aller également là, du côté des Alouettes de Montréal. Puis là, au cas où il arriverait quoi que ce soit, puis qu'on puisse pas être là la semaine prochaine pour X, Y raison, on va donner nos prédictions pour la semaine 21. Mais si jamais on revient en ondes, on regardera voir suite aux résultats de la semaine 20, on les refera. Mais on va y aller juste pour un guess, pour être sûr de ne pas se faire avoir si jamais il arrive quelque chose. Oui, c'est dans 2 semaines. Oui, c'est loin. Mais au moins, ça va avoir été fait. On a encore du temps, donc autant y aller tout de suite. Duel entre les Ticats et le Rouge et Noir. Bon, là, je pense que c'est un duel que le Rouge et Noir n'aura pas le droit d'échapper contre Hamilton. Donc, je vais y aller du côté d'Ottawa. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je pense que Ottawa, là, même s'ils venaient à subir une défaite cette semaine contre Toronto, je pense que c'est encore la meilleure équipe là, face à Hamilton. Donc, ça devrait être une victoire pour Ottawa. Les Elks d'Edmonton vont accueillir Chad Kelly et les Argos de Toronto. Et j'ai envie de dire qu'Edmonton va donner une bonne volée aux Argos. On est capable de mettre des points. Faut que la défensive fasse le travail par contre. Mais j'y vais du côté d'Edmonton. Moi, je reste encore un peu plate avec mes prédictions. Je vais y aller avec Toronto. Comme tu as dit, là, la défensive des Elks doit faire le travail. C'est ce qu'ils font pas depuis le début. Et on en parlait tantôt, le Chad Kelly, depuis son retour, qui est sur une belle lancée. Donc, je pense que ça va être ça le facteur qui va décider le match pour la semaine 21 entre les deux équipes. Le duel entre les premiers de chaque division, les Blue Bombers de Winnipeg seront au stade Percival Molson pour y affronter les Alouettes de Montréal. Dans ce qui va être le dernier match de cette saison-là, j'ai envie de dire historique pour les Alouettes. Quelle saison les Moineaux auront connue? Il risque d'avoir des formations là restreintes. On risque de mettre des vétérans sur le banc, du moins pour une bonne partie du match. On risque de voir Davis Alexander, j'imagine, ou peut-être une rencontre divisée en deux avec un début de Fajardo et la fin d'Alexander. Du côté des Blue Bombers, j'imagine qu'on risque également là, d'avoir des petits changements pour amener là, les substituts. Mais j'y vais tout de même avec les Alouettes là, dans cette rencontre. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est ça qui va être difficile, là, c'est du côté de Winnipeg. C'est pas encore assuré qu'ils vont terminer premier dans l'Ouest. Saskatchewan sont une victoire en arrière et Saskatchewan joue après les Blue Bombers. Donc, est-ce que les Blue Bombers vont décider d'asseoir leurs meilleurs joueurs puisque leur place en série est assurée ou est-ce qu'ils vont tout essayer pour battre les Alouettes pour s'assurer d'un bail lors de la première semaine, dans le fond, pour terminer premier dans l'Ouest? Ça va être intéressant à regarder de ce côté-là, puisque Saskatchewan ne joue pas là, cette semaine, la semaine 20, donc on n'aura pas d'indicateur non plus vraiment avant le match du 26 octobre là, face à Montréal pour Winnipeg. J'y vais quand même avec Montréal, comme je dis depuis le début de la saison, là, c'est très 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 difficile de miser contre les Alouettes. Là. Les Stampeders de Calgary pourront là l'emporter contre les Stampeders de Calgary. Un match d'une bonne importance quand même. Si on veut conserver notre deuxième rang, je crois que de toute façon, on devrait le conserver, la moins d'une victoire de BC contre Montréal lors de la semaine 20 et d'une défaite de la Saskatchewan en semaine 21 qui pourrait venir là, jouer là-dedans. Mais quand je regarde le différentiel des deux équipes, je pense que les Rough Riders devraient être assurés de terminer au deuxième rang dans l'Ouest, mais attendons quand même là, de voir les prochaines rencontres. Mais j'y vais du côté de la Saskatchewan. Absolument. Je pense que la deuxième place est presque assurée aussi. Là, c'est vraiment comme je disais, on va voir selon le match des Alouettes. Peut-être que Saskatchewan pourrait terminer premier dans l'Ouest si les Alouettes l'emportaient contre Winnipeg. Il va rester, dans le fond, ça va être le dernier match de la saison, donc ça pourrait se jouer là, pour les séries dans l'Ouest au dernier match de la saison. Je pense que Saskatchewan qui aurait le bail et ça se ramasserait avec Winnipeg contre BC lors de la première semaine des séries éliminatoires dans l'Ouest. Parfait, donc voici nos prédictions pour la semaine 19 et la semaine 20. Dans la semaine 20 et la semaine 21, pardon, dans la LCF. Mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut notre épisode de ce soir, 15 octobre 2024, avec 3 segments sport pour vous ce soir. À commencer à 18h30 avec le segment Sur le terrain 100% NFL avec Pierre-David Bolduc.
Ça nous suivi notre segment habituel lors de la saison régulière de la Ligue nationale de hockey, duo de la passerelle avec Simon Orphanos et Cédric Paquette. Et c'en est terminé avec le segment sur la Ligue canadienne de football, premier et les buts, segment 100% LCF, avec la voix mielleuse de votre échec avant, Cédric Paquette. Mesdames, messieurs, en mon nom et celui de toute l'équipe de l'échec avant, on vous souhaite une excellente soirée et on se dit à la semaine prochaine, mardi 18h30, pour un autre épisode de votre échec avant. Cédric, merci encore une fois d'avoir été au poste et bonne soirée. Merci de me recevoir. Bonne soirée. Passez une excellente fin de soirée. Ciao! Robidoux vers Duguay. Duguay attend patiemment. Vers Robidoux, un tir! Et le but! Jean-Simon! Robidoux, bidou, bidou! Et Jean-Simon Robidoux à la mise en jeu. La mise en jeu, c'est Franciscaise qui s'est loué sur la balle. Attention sur le bord de Robidoux. Franciscaise!